Bonjour chers auditeurs, bien se connaître soi-même, n'est-ce pas ce que l'on souhaite à chacun d'entre nous, savoir ce que l'on peut faire, comment le faire, ce que nous sommes, comment vivre avec ses forces et ses faiblesses, comment vivre avec les autres. Tout le monde ne se pose pas ces questions, mais peut-être que chercher à mieux se connaître, à mieux s'estimer, peut participer à l'épanouissement personnel et faire du bien à soi-même et à son entourage. Pour aborder cette question et beaucoup d'autres, j'ai invité Bénédicte de Dinechin, conseillère familiale et conjugale. Bonjour Bénédicte. Bonjour Sophie, merci de m'inviter. Mais c'est une grande joie. Alors, ma première question vous étonnera peut-être, mais à quoi cela sert-il d'apprendre à se connaître? Alors dans tout ce que vous avez dit, j'ai retenu spécialement votre dernière proposition, faire du bien à soi-même et aux autres. Pour moi, je crois que c'est vraiment le sens de se connaître pour pas être dans du développement personnel, comme quelqu'un irait faire du sport dans une salle de sport pour avoir des muscles toujours plus saillants et plus beaux à regarder, mais faire du déploiement personnel pour contribuer à ce qui compte pour nous, à faire évoluer les choses qui nous paraissent importantes dans ce monde et donc finalement trouver du sens dans notre vie grâce à une meilleure connaissance de soi, de ses forces, de ses faiblesses, qui va permettre d'oser avancer, parce qu'on aura juste l'ego suffisamment fort pour oser et pas trop surdéveloppé, qui nous risquerait de nous rendre narcissiques. Alors, vous parlez de déploiement personnel, je trouve que ce terme est intéressant. Et par rapport au développement personnel, on parle beaucoup de développement personnel en ce moment. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous verriez comme différence entre les deux et quel est l'intérêt et les problèmes que peut poser le développement personnel tel qu'il se présente à nous très fréquemment dans les médias ou dans les réseaux sociaux? Alors, j'emploie ce mot, hein, que, j'ai emprunté à David Dupré, qui est fondateur de WeTalk, une formidable start-up justement qui aide les gens à être mieux dans leur travail et lui parle de déploiement personnel parce que c'est vraiment prendre la personne dans tout son ensemble et pas juste un développement personnel qui peut-être s'accompagnerait d'une fausse promesse de bonheur, de techniques un peu réductrices et qui aurait juste pour but, même si c'est une étape importante, mais d'aller bien, d'aller mieux, de s'aimer davantage et tout. Encore une fois, pour moi, ça c'est une étape, c'est un préalable, hein. Je crois que même l'Évangile le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est du bon sens aussi. C'est difficile d'aimer les autres si on ne s'aime pas, c'est difficile de s'engager dans le monde si on n'a pas confiance en soi. Et donc je crois que ces deux composantes, l'amour de soi et la confiance en soi, sont vraiment comme des socles intérieurs puissants, mais dans quel but? Pourquoi faire? Et si c'est juste pour, encore une fois, chercher du plaisir, de la satisfaction, c'est une quête qui est sans fin parce que, plus de plaisir rend encore plus exigeant et donc moi je crois qu'en plus c'est impossible d'avoir la main, sur tout ce qui nous arrive. On a inévitablement des peines, des blessures, des malheurs, on a des échecs et je crois que c'est bien d'oser s'y confronter et de dire: «C'est inévitable». Il y aura toujours des gens qui nous assommeront dans nos familles, dans notre travail, dans nos amis. C'est un leurre de penser qu'on peut vivre des relations formidables avec les uns et les autres parce qu'on a suivi un coaching en une semaine ou acheté tel ou tel manuel. Mais comment, dans les difficultés de la vie, justement, s'appuyer sur nos ressources et puis comment être capable de se dire, c'est pas la fin du monde, parce que encore une fois, le but, c'est pas d'être heureux, mais le but, c'est de se dire comment j'ai contribué à rendre le monde meilleur. Et c'est tout ça, en fait, que j'aime bien imaginer qu'il se retrouve dans l'expression de déploiement personnel. Ça serait un problème de la recherche du bonheur? Ou en quoi est-ce que ça peut être un problème? Alors attendez, si je suis hyper honnête, moi je fais ça depuis très longtemps et peut-être que si je suis conseillère conjugale, c'est aussi parce que d'une certaine manière, on enseigne bien ce qu'on a besoin d'apprendre et que cette recherche du bonheur, elle est vraiment importante pour moi. Un jour, je me suis posé cette question en me disant, mais pourquoi avec telle ou telle personne ça se passe mal? Pourquoi j'ai l'impression dans tel endroit d'être un peu une victime ou je sais pas quoi? Ça me convenait pas du tout d'en rester à ce niveau-là et je me suis mis à chercher et à voir comment on peut avancer et comment on peut être plus acteur finalement de notre vie et d'une forme de bonheur. Mais encore une fois, c'est pas un tout et ça risquerait de rendre très malheureux et très égocentrique. On met beaucoup d'énergie, ou certaines personnes peuvent mettre une énergie et même de l'argent, des sommes d'argent considérables à chercher le bonheur. Et je pense en écoutant des faux prophètes ou avec des veaux d'or qui ne sont pas ceux qui, moi, m'intéressent ou surtout me donnent de la paix intérieure. Finalement, ça serait la différence entre le plaisir, qui serait un plaisir immédiat, et
le bonheur qui n'est pas une chose mauvaise en soi, qui serait plus une forme d'épanouissement? Oui, d'épanouissement, mais peut-être aussi de consentir à ce qui nous arrive. Quand on est en face, je sais pas, on a un accident de voiture, on peut être en colère, c'est la vraie vie, hein, en vouloir, je sais pas, aux événements, à la météo, à soi-même, au Et à la terre conducteur, entière, tant à qu'à la terre faire. entière et ça peut durer très longtemps et je ne sais pas si ça aide. Bon, c'est peut-être une des étapes du deuil, la colère, même certainement, mais on peut aussi à un moment se dire: «Ben, j'y consens, ça m'est vraiment arrivé et qu'est-ce que je fais de ça?» On ne peut pas éviter la souffrance dans nos vies. On peut se poser indéfiniment la question pourquoi la souffrance, pourquoi écrire en un seul mot, mais on peut aussi, à la suite de Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie, se dire pourquoi la souffrance? J'ai souffert, mais maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Quel sens je peux donner à ce qui m'est arrivé? En quoi est-ce que c'est source d'apprentissage? En quoi est-ce que ça va me rendre meilleur, peut-être plus humble, plus proche des autres ou m'aider à connaître davantage mes limites, mais aussi mes forces. On en revient à la connaissance de soi-même. Vous voyez, je pense à une femme qui a fait une dépression, elle était médecin, hyperactive et tout, et c'est cette dépression, qui pour elle était juste l'opposé de tout son idéal de vie et de personne, qui lui a permis de se connaître en profondeur, d'arrêter de courir après des résultats, d'enlever certains masques sociaux et finalement d'oser être elle-même avec un changement d'orientation professionnelle. Donc tout ça pour dire que la recherche du bonheur, elle passe aussi par l'apprentissage de mes erreurs, l'apprentissage des blessures, puisqu'on est dans un monde où on recycle tout. Si on pouvait recycler nos erreurs pour garder finalement tout ce qu'il peut y avoir de bon plutôt que de s'en vouloir pour certaines personnes scrupuleuses ou de les nier, comme aujourd'hui on dit rien n'est de ma faute, tout est bien. Et ben voilà, comment tout ça contribue à donc une connaissance de soi-même, une acceptation de qui nous sommes, de ce qui nous arrive. Et c'est peut-être ça aussi une forme de joie ou de paix intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à savoir ce qui fait notre spécificité dans notre manière de réagir aux choses, aux événements, aux personnes. Je crois que on est On ne réagit pas tous de la même manière face à une difficulté. Certains verront les choses de manière plus légère et pour d'autres, ce sera plus difficile de ce côté d'acceptation de ce qui nous arrive. Alors, nos manières de réagir à certains événements sont extrêmement instructives. Lorsqu'on surréagit face à un événement ou devant telle ou telle personne ou tel mode relationnel, on pourrait avoir tendance d'accuser l'autre d'être toxique ou d'attendre qu'il change pour être heureux. Moi, ce que j'ai découvert avec la pédagogie de Jean Bourquette et à la suite de Jung, et qui a été fondateur dans ma manière d'accompagner les gens, mais avant ça, dans ma manière de m'accueillir moi-même, c'est qu'en fait, lorsqu'on surréagit, et la manière dont chacun réagit est révélatrice de ce qu'il est, de ses valeurs, de ses croyances, de tous ces idéaux qu'il cherche absolument à atteindre, qu'il peut connaître, mais surtout de ce que chacun d'entre nous porte, qui peut paraître menaçant lorsqu'on y accède parfois, c'est-à-dire de nos zones d'ombre. Lorsque, par exemple... C'est quoi? Qu'appelez-vous nos zones d'ombre? Oh, Est-ce que c'est ce qu'on ne veut pas voir dans nos caractères, dans nos vies? alors, nos zones d'ombre sont comme des trésors, mais qui nous sont inconnus et qui nous paraissent menaçants. On pourrait prendre l'image d'une vieille maison de campagne dans laquelle des générations de personnes ont mis dans les greniers tout ce qui les encombrait. Et puis finalement se mettent à juste vivre au rez-de-chaussée de cette maison avec ce qui leur paraît acceptable. Et ben parfois, notre psychisme est tout à fait semblable à ça. Pardon Jung de parler avec des mots aussi triviaux de ce que vous avez mis des milliers de pages à écrire, mais ce que dit Jung et que reprend Jean Bourquette, c'est qu'en fait... Merci de synthétiser. Oui, notre psychisme est pour lui composé de 4 instances, et certaines qui nous sont accessibles et d'autres qui sont dans l'inconscient. Ce qu'on voit de vous, Sophie, ce qu'on entend de nous deux ce matin, c'est notre manière de nous exprimer, le vocabulaire qu'on a choisi, je sais comment vous êtes habillés, etc. Tout ça, c'est un ensemble on pourrait appeler de masques sociaux que Jung appelle la persona. C'est très extérieur. C'est très extérieur et c'est très utile parce que ça nous permet d'être en relation les uns avec les autres, de s'adapter à des lois, à des règles et de vivre en société. Et en fait, depuis, vous qui nous écoutez et nous aussi, depuis qu'on est tout petit, on a cherché à s'adapter à ce qu'on imaginait ou ce qu'on comprenait des attentes de nos éducateurs. Et donc, on a développé des traits de caractère, des qualités, on s'autorise à nommer des émotions et tout ça, c'est formidable. C'est donc notre persona.
Ça fait partie de la partie à peu près consciente de notre psychisme. Et puis dans notre psychisme, il y a aussi une instance qui s'appelle l'ego, que vous connaissez. L'ego, c'est donc ce qui me permet de me connaître, d'être en relation avec les autres, et qui passe par tous mes sens visuels, olfactifs, auditifs, etc. Ça irait à peu près. On essaye de se connaître, de rentrer en relation avec les autres, de prendre des décisions. On a plus ou moins de conscience morale et tout. Mais on est bien plus que tout cela. On est bien plus que la partie consciente de notre psychisme. On a donc, et j'y viens, ces fameux immenses zones que Jung a appelées l'ombre ou l'alter ego, où de manière parfois un peu mystérieuse, mais surtout à la suite d'injonctions familiales ou de croyances, on a, euh, on a comme refoulé, caché, stocké tout un potentiel d'émotions ou de qualité. Je vais vous prendre l'exemple. Un petit garçon, c'est la fête de fin d'année de son école, il est en maternelle et puis à la fin du spectacle, il revient sur scène et il fait un peu le zouave et puis voilà. Et là, son grand-père lui dit: «Mais tu n'as pas honte de te donner en spectacle?» Une Mais injonction, c'est justement, honteux de se donner en spectacle. peut-être que justement, il avait ce désir profond de montrer ce qu'il était capable de faire. Ah ben peut-être, je ne sais pas, il était mu par une joie enfantine et que sais-je, et tout était très bien, seulement on aurait pu lui dire: «Eh ben, tu sais, c'est pas génial à la fin du spectacle», et puis lui expliquer, et puis voilà, tout va bien. Mais à partir du moment où un adulte qui compte beaucoup pour lui dit: «Mais tu n'as pas honte, ça ne se fait pas de se donner en spectacle», eh ben cet enfant, il va se dire plus ou moins consciemment: «Plus jamais je ne ferai ça». Et il va développer un caractère calme, posé, respectueux des lois, des règles, tout ça c'est très bien. Mais il sera peut-être incapable de spontanéité, de fantaisie, parce que ça aura pris une connotation dangereuse. Et en fait, tous nous avons fait ça. Pour certaines aptitudes, traits de caractère, on a mis dans notre ombre ce qui nous paraissait inacceptable. Finalement, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient, bien sûr. Ouais. Une partie de notre ombre, de l'inconscient, est constituée de notre ombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que, et c'est là où Jung s'est éloigné de Freud, au centre du centre de notre inconscient, on a ce qu'il appelle le grand soi, le soi avec un S majuscule, notre âme habitée par le divin, qui va jouer ce rôle de réunification de la personnalité. Et puisque vous parlez de connaissance de soi-même, c'est là où c'est un enjeu absolument formidable, parce qu'en fait, quelqu'un qui voudrait toujours travailler comme cette femme médecin que je citais tout à l'heure, ses parents disaient d'elle, elle est travailleuse. Ben, quand on s'identifie à une qualité, c'est qu'on n'est pas libre, parce qu'on n'est pas capable de savoir dire non. Si on est travailleur, on ne sait pas se reposer, on ne sait pas refuser une nouvelle tâche. Donc en fait, on obéit à une espèce d'injonction de votre persona qui dit fais-en plus, travaille plus et tout, et on n'est pas libre. Et donc cette personne, au cours de sa dépression, a pu découvrir que dans son ombre, elle avait mis ce qu'elle appelait une paresseuse. Et en fait, c'était juste la faculté, encore une fois, de s'arrêter, de dire non, de compter son temps, de déléguer, qui tout ça sont des vertus intéressantes si on les apprivoise, si on est capable de les mettre en œuvre dans notre vie quotidienne, Oui, et avec puis de les faire ressortir, de les faire émerger, de les faire émerger. faire sortir, de les mettre un peu en lumière. Exactement, de les mettre en lumière. C'est vraiment ce que Jung appelle ce processus d'individuation. Tout ça pour dire que la connaissance de soi, elle ne peut pas se baser uniquement sur un moi social, sur toutes ces qualités, ces aptitudes formidables qu'on veut mettre en œuvre. Mais si on n'est pas capable d'exprimer l'inverse, si vous vous donnez pour mission d'être le rayon de soleil de votre famille et que vous ne savez pas dire que vous êtes triste, alors vous ne vous connaissez pas vous-même. Pour être un non-violent, disait même Gandhi, il faut être capable de violence et faire le choix de la non-violence. Pour être finalement authentique, on a besoin d'aller explorer ces zones d'ombre, d'aller en ressortir ce qui paraissait menaçant, ou en tout cas en ressortir l'intention positive. Il n'est pas question de devenir agressif si on a un tempérament plutôt calme, mais être capable de s'affirmer et de dire non. Vous avez parlé à plusieurs reprises de Jean Montbourquette, et vous êtes d'ailleurs formé à l'Institut Montbourquette. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est que cet institut? Alors Jean Montbourquette était prêtre et psychologue canadien. Et un jour, il a vraiment réalisé qu'il n'était pas fait pour l'enseignement, mais que sa mission de vie, c'était d'être médecin des âmes. C'est en tout cas comme ça qu'il l'a appelé, parce qu'il avait une conviction très forte que c'était plus possible d'avoir enlevé justement le rôle de l'âme et tout ce rôle guérisseur et réunificateur de l'âme dans l'accompagnement psychologique. On ne pouvait pas se contenter d'accompagner les personnes juste en parlant d'un point de vue, on
pourrait dire presque horizontale. Donc, il Est-ce est que allé ça se fait... former à la psychologie et Mais c'est Jung, en fait, finalement. Il rejoint Jung, d'une il certaine rejoint manière. Jung. Il s'inspire beaucoup de la programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle. Il est allé se former à l'école de Palo Alto, donc il a beaucoup, beaucoup de sources. Et, et puis, en travaillant, il a réalisé qu'en fait, il était terriblement triste encore de la mort de son père, survenue mais des années et des années avant. Et il s'est mis à travailler sur le deuil. Et puis, il a travaillé sur l'estime de soi, sur la mission de vie, sur l'ombre. Et ce qui, moi, m'a vraiment, j'allais dire enchantée, oui, parce que ça m'a donné beaucoup de bonheur, c'est qu'en fait, dans tout ce qu'il a pu produire comme écrit et tous les parcours très concrets qu'il a pu concevoir, il arrive avec toujours une dimension psychologique et une dimension spirituelle. Hier, j'ai rencontré, c'était amusant, la veille de cette émission, quelqu'un que je n'avais jamais vu qui me raconte que pendant des années, il a cherché en psychologie et tout, de l'aide. Puis qu'en même temps, lui, il est chrétien, donc il cherchait aussi dans l'église et puis il se sentait tiraillé. Et puis que lui, ben, comme moi il y a quelques années, en lisant les livres de Jean Monbourquet, il s'est dit enfin une personne qui va utiliser tout le meilleur de la psychologie, mais aussi le rôle extrêmement crucial et salvateur de notre âme, parce qu'en fait, c'est pas c'est pas le thérapeute qui va guérir la personne, mais c'est vraiment notre âme qui est guérisseuse. Et pour ça, ben, il faut aider les gens à se connecter à leur intériorité, à leur âme, leur faire prendre conscience qu'elles ont une spiritualité. Est-ce que c'est là qu'est la différence avec la psychanalyse, par exemple? Parce qu'on retrouve, dans ce que vous me dites, on retrouve un certain nombre d'éléments, la connaissance de soi, aller rechercher l'inconscient, regarder finalement, ce qui nous empêche d'avancer. Est-ce que ça serait une psychanalyse avec une part spirituelle ou c'est différent? Alors, moi, je ne suis pas psychanalyste et qualifiée pour vous en parler. Le très peu que j'en sais, c'est que pour Freud, l'inconscient serait complètement menaçant avec du refoulé. Et pour Jung, c'est pas du tout ça. Dans notre inconscient, notre ombre, donc qui peut paraître menaçante, en fait, elle est faite de trésors. Et puis surtout, encore une fois, il y a cette âme. Et c'est quand il a parlé à Freud de cette âme qui se manifestait en fait dans toutes les personnes qui l'accompagnaient, que là, il y a eu une scission irrémédiable entre eux, alors que Freud voyait en Jung son successeur. Et, euh, et donc, je crois que Freud a même eu une espèce de choc physique, là, tellement c'était atroce pour lui. Mais bon, et j'avoue que je m'en réjouis un peu, c'est pas bien, hein. Mais parce que aujourd'hui, je suis un peu triste quand je vois des gens que j'accompagne dans mon cabinet de conseil conjugal ou dans des accompagnements Montbourquette qui disent bah, moi, j'ai cherché pendant des années et des années et jamais on m'a dit que je pouvais faire confiance à mon intuition, que je pouvais aller dans mon intériorité, que je pouvais attendre quelque chose d'un soi qui me dépasse. Et je trouve que en fait, ça me met en colère de penser qu'on n'a jamais dit ça à ces personnes. On leur a jamais dit qu'elles avaient une âme. Et ça, c'est vraiment aussi un des cris du cœur de Jean Monbourquette, c'est « mais dites-leur qu'ils ont une âme ». Enfin, sinon, la psychologie sans parler de l'âme, je sais pas, ce serait aller dans une grande enseigne suédoise, acheter un tabouret mais sans les pieds. Enfin, ça ne tient pas debout. Bon, ça, c'est clair. On se rejoint là-dessus. Ouais. Certains auditeurs auraient peut-être des questions à vous poser. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser un message à la radio. Nous ne pourrons évidemment pas répondre à des questions relatives à des situations très personnelles. Mais s'il y a des questions plutôt d'ordre général, n'hésitez pas. Je crois que ça peut rendre service. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans l'émission Culture et Éducation avec Sophie Roberti. Je reçois aujourd'hui Bénédicte de Dinchin, conseillère familiale et conjugale, et formée à l'Institut Jean Monbourquette. Et on parlait justement de Jean Monbourquette, mais d'abord, j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi vous avez choisi cette chanson de Johnny Hallyday. Il y a vraiment une bonne raison, ou plein de bonnes raisons. Bon, j'adore la musique et vous avez dû swinguer au volant de votre voiture ou devant votre ordinateur, je ne sais pas où vous êtes, mais aussi parce que je suis frappée quand j'anime des ateliers d'estime de soi par des jeunes ou même des adultes qui ont plus de rêves. Parfois, on part de leurs rêves pour les transformer en projets concrets et en succès. Et puis, il y a des gens qui me disent « mais moi, j'ai pas de rêve ». Et puis, je vois aussi des jeunes
des plus jeunes, qui n'ont plus d'envie, tellement ils ont été comblés, ils ont été gavés. Donc ça, c'est déjà 2 bonnes raisons. Et puis j'aime bien la manière, je crois, merci aux techniciens de l'émission qui me disaient que c'était des paroles de Jean-Jacques Goldman, mais donc de mettre ces contrastes aussi qui ressemblent à ce qu'on peut dire sur l'ombre, qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir, qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme, et puis l'obscurité, puis la lumière. Jung dit que voilà, en fait, c'est grâce à ces contrastes aussi qu'on va se connaître mieux et comment, avec ces contrastes, passer des tiraillements à une réunification qui nous permet d'avancer et de faire des choix. Mais est-ce que finalement, on aurait besoin du mal pour faire le bien ? Je crois que le mal, c'est l'absence de bien. Donc en fait, oui, c'est ça. En fait, est-ce qu'on a besoin de la lumière ? Est-ce qu'on a besoin de l'ombre pour voir la lumière ? Ah bah oui. Jung dit, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Je crois qu'on peut dire qu'on est vraiment, par exemple, bon, si on est capable aussi d'avoir un avis tranché, de savoir ce qu'on pense et de dire ce qu'on pense. Mais donc vraiment, je pense qu'il faut être... En fait, il n'y a pas de qualité ou des défauts, mais il y a des qualités. C'est pas un peu violent dire ce qu'on pense ? On est quand même très éduqués à avoir un peu de réserve. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 écoles. Je vous vois rire, mais oui, je pense que ça veut dire quelque chose. D'abord, on peut dire ce qu'on pense dans le respect de l'autre, et prendre la responsabilité de ce qu'on pense. C'est le fameux tu qui tue. Tu qui tue ? Le tu qui tue, c'est-à-dire dans les relations familiales ou conjugales, tu es en retard, tu n'as pas rangé ta chambre, tu m'énerves. Et ça, c'est sûr que c'est violent. On peut dire les choses de la même manière. Quand je vois ta chambre en bazar, vraiment, je me sens déconsidérée parce que j'ai besoin de soutien. Ou quand tu es en retard, je suis inquiète parce que j'aurais besoin d'organiser notre soirée ou de savoir où tu es. Donc, vous voyez, on peut dire les choses. On peut, je pense, tout dire à partir du moment où on en prend la responsabilité, et c'est dans le respect de l'autre. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'il ne faut rien dire pour ne pas blesser ou que sais-je. Et en même temps, quand on voit le déferlement de haine, en fait, aujourd'hui, sur certains réseaux sociaux, je crois que là-dessus, on est un peu schizophrène sur ce qu'il faudrait dire ou pas dire. Mais voilà, pour en revenir donc à Johnny, merci à lui, j'aime bien cette idée de contraste, de dire... c'est vraiment... mais c'est vous qui connaissez si bien la peinture, vous savez à quel point les contrastes sont importants aussi pour les artistes, pour mettre en lumière. Et c'est ça qui nous fait peut-être, encore une fois, nous affiner, être plus nuancés. Là aussi, je trouve que en fait, les algorithmes sur les réseaux sociaux font qu'on est de plus en plus en contact avec des gens qui pensent comme nous et vont nous faire même devenir des caricatures de nous-mêmes. C'est difficile de rester nuancé. Et tout ce sujet de l'individuation, de devenir nous-mêmes, c'est être capable d'être nuancé, c'est-à-dire si je suis travailleur, encore une fois, d'accueillir peut-être celui qui a besoin de repos en moi. Si j'ai tendance à avoir beaucoup de leadership, être capable d'accueillir aussi le suiveur en moi et pas toujours prendre la tête et finalement fatiguer tout le monde. Si je suis quelqu'un de très joyeux, encore une fois, être capable aussi d'accueillir ma tristesse pour pas qu'elle sorte un jour en dépression brutale. Donc, vous voyez, c'est tous ces contrastes qu'on a en nous-mêmes qui nous procurent souvent des tiraillements ou de l'angoisse. Ce sont des manifestations de l'ombre qu'on peut aller explorer et réunifier, comme finalement un peintre nuancerait sa palette de couleurs. Nous discutions tout à l'heure, justement en écoutant Johnny, des problèmes des injonctions. C'est-à-dire que certains caractères se cachent ou certaines personnalités se transforment parce qu'un jour, il y aura eu une phrase... détestable qui aura été prononcée par un adulte d'autorité, un parent, un grand-parent. C'est quelque chose avec lequel on peut travailler, avec lequel on peut avancer. Encore peut-être faut-il le détecter. Oui, alors, quand on est adulte, c'est très fructueux et intéressant de se poser cette question. Alors, c'est difficile parfois de se souvenir des injonctions qu'on a pu avoir quand on était petit. D'autres personnes s'en souviennent, mais on peut se poser la question de nos croyances fondatrices. Par exemple, donnez-nous un exemple. Si je vous dis « la vie est », qu'est-ce que vous allez dire spontanément, Sophie ? Non, je ne vais pas me dévoiler. Moi, spontanément, je m'en fiche, je me dévoile. Ça ne me gêne pas si ça peut aider les gens. Moi, j'ai envie de dire la vie est un jeu. Et je me souviens qu'un jour, ça m'a fait du tort parce que
ça m'a fait du tort, ça a pu surprendre les gens à la fin d'une mission vraiment importante de 6 mois. J'ai fait un petit pot de départ et tout se passait très bien jusqu'au moment où j'ai eu le malheur de dire mais je me suis beaucoup amusée dans cette mission et en fait ça se faisait pas dans l'entreprise de dire on s'amuse dans une mission. J'aurais dû dire j'ai beaucoup travaillé. Voilà. J'ai apprécié de travailler avec vous, c'est ça qu'il a fallu on dire. est là pour travailler, c'est une autre croyance. Et vous voyez, donc on a chacun et moi... pour moi, bref, je vais pas non plus raconter que ma vie là, mais tout ça pour dire qu'on a chacun comme ça des croyances et c'est très bien de les connaître, mais à un moment de les rechoisir parce que c'est comme un héritage plus ou moins conscient et de dire je renonce à cet héritage, au contraire, il me va très bien. Quand vous parlez de croyances, ça n'est pas du tout lié à la foi. Non, les croyances, c'est lié à ces injonctions. Je pense par exemple à une femme qui dit on est toujours puni quand on rend un service parce qu'en fait, dans son hérédité familiale, il y a des personnes qui ont voulu rendre des services, ça s'est retourné contre eux. Et donc, il y a cette espèce de croyance. D'autres diraient on est toujours récompensé quand on rend un service et ça va les inciter. D'autres diraient c'est pas bien de parler de soi alors que certains pensent c'est bien de partager son expérience. Donc, vous voyez, on a comme ça des croyances, ni bien ni mal. De toute façon... Voilà, on s'est adapté à notre environnement. La question, c'est de se dire, est-ce que je les connais et est-ce que aujourd'hui, elles me rendent heureuse, elles m'aident à faire du bien ou pas? Parce que ça peut être terrifiant. Je pense à un couple que j'accompagnais. La dame avait fait un service militaire dans le cadre de ses études et elle avait vu beaucoup d'infidélité dans un milieu extrêmement masculin. Donc, elle avait comme croyance, un homme ne peut pas être fidèle. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une croyance qu'elle s'était forgée. Et puis, très bien, son mari, ils ont des enfants, et son mari a un poste très exposé, avec donc beaucoup de relations sociales et de personnes lui tournant autour. Et comme elle avait cette conviction, elle a été paniquée. Et rien ne pouvait évidemment la faire la rassurer, si ce n'est cette réflexion en disant mais qu'est-ce qui fait que j'en suis persuadée? Et donc, elle a pu travailler sur cette croyance et puis reprendre de la liberté par rapport à ça, retrouver de la confiance et tout. C'était juste extraordinaire. Donc, on a tous des croyances qui viennent peut-être d'injonctions parentales, comme vous le disiez, mais pas forcément. Ça peut être des blessures, des deuils, une peine de cœur qui dit « je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un », un chef manipulateur qui fera dire « le monde du travail est une jungle ». Vous voyez, c'est des événements de la vie nous façonnent aussi. Oui, le deuil, j'aimerais bien qu'on reste un instant sur la question du deuil. En général, on y reste 9 mois, Sophie, il faut du temps. Le deuil, on passe tous par là. On passe par des grands deuils et puis des deuils du quotidien. Oui, qui ne sont pas forcément des deuils liés au décès d'un proche. Ah non, il y a le deuil, par exemple, d'une santé physique qu'on peut perdre en vieillissant ou d'une apparence physique. Il peut y avoir le deuil d'études qu'on n'a pas faites, le deuil d'un enfant supplémentaire ou d'enfant tout court qu'on n'aura pas. Et puis, bien sûr, les deuils qui sont liés au décès. Et ils sont tous, comment dire, ils nous font passer ce chemin de deuil un peu par les mêmes étapes de déni, de colère, de plein d'émotions mélangées, évidemment, de tristesse, jusqu'au moment où on va pouvoir comme de nouveau s'ouvrir à la vie, à la capacité d'aimer et se dire tiens, mais c'est incroyable, les oiseaux chantent de nouveau, mais c'est que de nouveau on les entend chanter. Et ce que j'aime bien, je vais vous reparler de Jean Bourquette, c'est que lui dit en plus de ce que toutes les autres personnes disent déjà sur le deuil, c'est qu'il y a un héritage. Là encore, quand j'ai eu un deuil, à la fin d'un deuil, j'hérite de quelque chose. Pas après un décès, quand je vais chez le notaire, tout ça, non, mais quand par exemple même mon conjoint est décédé, mais quelle est celle de ces qualités que j'ai en moi et que je vais pouvoir continuer à déployer? Ou si je n'ai pas eu cet enfant que je désirais, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça me donne aussi? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que j'ai découvert grâce ou avec ça finalement sur moi-même et sur la vie? Et cette question de l'héritage, je la trouve très brutale à dire, évidemment, quand quelqu'un est en plein deuil, mais à la fin d'un deuil extrêmement humanisante, de dire mais je peux même être enrichie de quelque chose à la fin de cette étape de deuil. Oui, cette idée d'héritage suite à un deuil, c'est quelque chose je trouve intéressant comme remarque. C'est-à-dire finalement, il y a un temps incompressible de souffrance, de questionnement, etc. Mais on peut en tirer quelque chose.
Oui, moi j'essaye de le pratiquer dans les deuils du quotidien. Par exemple, je sais pas, je me réjouis de partir en vacances quelque part. Finalement, la météo est extrêmement mauvaise. Ça a dû vous arriver récemment. Et là, on peut faire comme tout le monde, râler, protester sans vouloir. Et en fait, ça sont les premières étapes d'un deuil, c'est de chercher des coupables, être triste et tout. Et puis se dire, mais non, là, en fait, j'ai un deuil à faire, c'est de vacances avec du beau temps. Bon, bah très bien, je consens à ça. Et maintenant, quelle décision je vais prendre? Comment la suite de mes vacances va être réussie? Donc, vous voyez, c'est se dire, même dans les contrariétés du quotidien, ces petits deuils, eh ben, on peut rester enfermé longtemps dedans, mais on peut aussi se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'apprends de ça? Comment mes prochaines vacances, je les organiserai autrement? Et donc, pour pas avoir la double peine finalement, mais encore une fois, moi, je suis un peu peut-être idéaliste, mais je me dis à chaque malheur, il y a un apprentissage. Au moins dans, allez, 1 kilo de malheur, 800 grammes d'apprentissage, 200 grammes dont on se passerait bien. Voilà, donc apprendre finalement, apprendre la vie telle qu'elle nous arrive et à avancer avec ces sujets-là, mais c'est une question de volonté. Finalement, c'est une profession qui est encore méconnue, je pense. Alors pourquoi consulte-t-on une conseillère conjugale et familiale? Alors, on peut aller la voir pour plein de raisons. Il n'y a pas de trop petites raisons d'aller consulter. Un peu comme quelqu'un qui rentre dans une pharmacie, il va peut-être chercher un traitement pour une maladie très grave, mais juste du Doliprane, voire du rouge à ongles, parce qu'on en trouve aussi dans les pharmacies. Un conseiller conjugal, c'est pareil, c'est un généraliste de la relation. Donc on peut aller le voir parce que on se pose une question sur la pertinence d'un déménagement. On peut aller le voir parce que on découvre une infidélité conjugale. On peut aller le voir parce que on se dit que finalement on est devenus des colocs, alors qu'on avait avant une histoire d'amour qui nous faisait vibrer. On peut aller le voir en couple, on peut aller le voir en famille, et on peut même aller voir seul un conseiller conjugal, parce que une modification de la relation conjugale ne dépend pas forcément du fait que l'autre accepte de changer, mais déjà soi-même, c'est de la systémie. On peut, si on change sa manière d'être, de voir, etc., on peut faire bouger un système conjugal. Donc vous voyez, on reçoit des personnes dans des situations très différentes. D'ailleurs, parfois, elles viennent avec un premier... une première problématique, mais elles ont comme une valise à double fond et il faut aller creuser un peu pour savoir quelle est la vraie question. Et c'est ça qui rend ce métier passionnant. Et je pense que comme la sécurité sociale a fait des grands programmes MT Dents avec de la prévention remboursée pour le soin dentaire, on devrait urgemment faire ça pour la santé conjugale, parce qu'un couple qui va bien porte du fruit, un couple qui va bien, c'est des enfants qui iront bien, et un couple qui va bien, c'est un peu trivial de parler de ça, mais c'est aussi d'énormes économies financières pour l'État et pour les personnes, parce qu'un couple qui va mal, c'est beaucoup de tristesse, c'est du doute, c'est beaucoup de dépenses, ouais. c'est de loyer au lieu d'un, avec les séparations, etc. Et donc, voilà, j'ai voulu faire ce métier pour... et puis les livres que j'ai écrits sur le couple pour vraiment démocratiser un peu ces outils destinés au couple, et puis leur redire, un couple durable, c'est possible. Aujourd'hui, on ne le dit plus, on est dans une ère du jetable. Il y a un peu l'obsolescence programmée, paraît-il, par de grands industriels. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour le couple? Je ne sais pas de qui ça sert les intérêts. Mais un couple durable, c'est possible. Alors les couples durables, ils ne font pas de bruit, mais ils font beaucoup de bien. Et je crois que c'est vraiment important de le redire. Mais un couple durable, c'est pas un couple bisounours où on est tout le temps heureux, où l'autre est tout le temps aimable. Non, C'est quoi un couple qui va bien alors? je ne sais pas ce que c'est qu'un couple qui va bien, je ne sais pas s'il y a des normes. Est-ce que finalement un couple qui va bien, c'est un couple qui ne se dispute pas? Est-ce que c'est un peu Ah non, réducteur? surtout pas. Moi, je crois que le conflit est important. Merci à mon mari s'il m'écoute, lui, il pense le contraire. Donc, un couple qui va bien, c'est justement un couple où on peut être très différent, mais être capable de se le dire. Parfois, les femmes sont plus pugnaces, alors elles peuvent donner l'impression qu'elles font grossir les problèmes, mais en fait, elles cherchent à les régler. Et les hommes pourraient être plus conciliants, mais les femmes peuvent imaginer qu'ils fuient les problèmes de peur d'en parler. Donc, vous voyez, là aussi, la question du conflit, on peut avoir des avis très opposés. Moi, je crois qu'un couple qui va bien, alors, pour reprendre vos mots, c'est peut-être un couple où on ose se dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est pas la fin du monde. On n'est même pas obligé d'être d'accord sur tout. C'est un couple où on ose se demander de l'aide, on ose se parler de ses inquiétudes, on est encore capable de se dire qu'on s'aime. Et peut-être aussi un couple où on arrête de se dire est-ce que l'autre est le bon pour moi, mais on se dit est-ce que je suis la bonne personne pour l'autre et comment je peux devenir encore une meilleure personne pour l'autre. Finalement, la question de se dire
dans certains couples, il y a cette idée de se dire ouah, je me suis trompée. Bah Parce ouais. que finalement, au départ de la relation, l'autre est fantastique, extraordinaire. Et puis Bah finalement, oui. on se rend compte qu'il est tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, ses Mm. croyances, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis finalement, on ouvre peut-être un peu les yeux. Et c'est ça, peut-être aussi un couple qui avance, c'est de se dire, bah, finalement, l'autre, il est peut-être différent de moi, il réagit de manière différente, mais on se complète de manière plus ou moins harmonieuse. Alors on dit beaucoup que la différence est une richesse. En théorie, c'est vrai. Dans la vie de couple, c'est très parfois douloureux. Je vais reprendre Johnny comme modèle. Il aime tellement le mariage qu'il s'est marié, je crois, 5 fois, ou en tout cas, il a eu beaucoup d'expériences conjugales. Et l'idée là-dessus, c'est justement de ne pas avoir cette croyance qu'on s'est trompé, que ce sera mieux avec la prochaine. Parce qu'en fait, je crois que après la phase de désidéalisation, vous savez, les 12 coups de minuit, quand le prince charmant se retransforme en crapaud et le carrosse de Cendrillon en citrouille, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où chaque couple qui traverse cette phase de désidéalisation, parce qu'elle est inévitable, est en face d'une question fondamentale avec 3 options. On se sépare et on recommence l'histoire, voilà, nouvelle, jusqu'aux 12 coups de minuit avec la nouvelle personne. Ou alors on est dans une espèce de voie de garage, de parking, et on se résigne, on est un peu comme des colocs. Ça fait pas rêver et on reste pour les enfants, pour la façade ou parce qu'on n'a pas le courage de faire autrement et d'essayer d'arranger les choses. Et puis la troisième voie, ce serait de se dire, ben ok, t'es pas la personne que j'imaginais être. Parce qu'en fait, quand je me suis mis avec toi, c'était peut-être parce que je cherchais à être comblée, parce que je croyais que tu allais m'apporter le bonheur et je t'ai rendu responsable de mon bonheur. Et en fait, je découvre que c'est pas vrai, que personne au monde ne peut être responsable de mon bonheur. Donc j'arrête de t'en vouloir de ça. Et je décide qu'avec nos blessures, nos faiblesses, et en vous le disant, hein, j'essaie de me l'appliquer autant que je peux, et avec nos blessures, nos faiblesses, notre humanité vulnérable, et ben comment l'un et l'autre on va avancer. Et ben un peu cas un cas, c'est pas ce qu'on avait imaginé, mais comment on va toujours grâce à cette connaissance de soi qui vous est chère, Sophie, comment on va construire quelque chose de d'ancré sur le réel. Et là, je reviens à ce thème de l'ombre Alors qui m'est c'est cher. quoi s'ancrer sur le réel, Et finalement, ben, dans un couple? Ça fait pas rêver. Mais est-ce qu'on euh, doit rêver dans un couple? Ouais, je n'ai pas de réponse à cette question, je me la pose souvent. Donc je ne saurais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand en fait on tombe amoureux de quelqu'un, quand on est fasciné par quelqu'un, ça parle pas tant de la personne, mais de nous. On peut être fasciné par quelqu'un parce que il est artiste et rêveur. Et ben qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques années? On va se dire j'en peux plus qu'il soit incapable de faire des comptes ou d'être à l'heure. On peut être fasciné par une personne parce qu'elle a beaucoup de charisme et au bout de quelques années, on va se dire j'en peux plus de vivre avec un caporal qui régente ma vie. On peut être très amoureux de quelqu'un parce qu'il a une grande capacité d'écoute et puis se dire au bout de quelques temps, vraiment, c'est une bûche, il n'ouvre pas la bouche. Ou au contraire, adorer l'expression aisée de sa charmante fiancée ou de son beau fiancé et de se dire au bout d'un moment, mais j'en ai marre qu'il parle tout le temps, c'est pas possible, il ne se tait jamais. Donc vous voyez, en fait, les raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble, que ce soit dans un couple, mais dans une start-up aussi, hein, les raisons pour lesquelles souvent les personnes s'associent, c'est donc une complémentarité qui au départ paraît formidable, tout le monde est ravi pour eux, mais en fait chacun va comme surdévelopper sa qualité pour continuer cette vie avec des complémentarités et finalement ça va devenir une souffrance. Et on lit dans les magazines féminins que les gens se séparent pour les raisons pour lesquelles ils se sont mis ensemble. Alors c'est peut-être la question à se poser, peut-être. Alors s'il y a un souci, avant d'aller voir un conseiller conjugal, c'est de se dire finalement pourquoi j'ai choisi l'autre et est-ce que finalement il a répondu à ce que j'attendais. Je sais pas, un besoin effectivement de côté artiste, ou un besoin de sécurité, ou un besoin de présence. Et finalement, est-ce qu'il a répondu à ça? Et souvent, c'est peut-être démultiplié, mais c'est peut-être la bonne réponse. Alors ça, c'est la question qu'on peut se poser quand on s'est acheté une voiture et qu'on hésite à changer de voiture, vous voyez, après 150 000 kilomètres. Mais est-ce que c'est la question à se poser? Est-ce que notre conjoint est là pour répondre à nos besoins? Je crois que c'est à nous de prendre en charge nos besoins. Je pense à cette femme qui me disait « Mon mari me fait jamais de compliments ».
Et je dis, mais madame, quand vous parlez avec votre mari, est-ce que vous lui dites ce que vous avez fait dont vous êtes fière dans votre journée? Ah ben non, c'est de l'orgueil d'être fière. Ah oui, bah, vous voyez, cette femme, elle ne savait pas elle-même se complimenter ni même ressentir de la fierté et elle rendait son mari responsable de son bonheur en le chargeant de faire des compliments. Sans lui dire. Ah bah, sans lui dire, parce que dans les croyances, il y a il devrait deviner. Et ça, c'est une croyance qui rend vraiment C'est très malheureux. très féminin, non? Oh là là, Un vous peu. êtes genré. Ce Oh, je suis serait désolée. assez féminin. Non, Je l'est, dis ça ce l'est, serait, ça mais l'est. comme ça évite les procès. Mais oui, oui, il devrait deviner. En tout cas, c'est fusionnel. C'est le signe des jeunes couples où on croit que l'autre va tout deviner parce qu'au début, ça s'est passé comme ça. Donc tout ça pour dire que oui, quand on s'associe avec quelqu'un, quand on démarre une relation conjugale, cette impression de se compléter, elle est formidable. Et c'est là où on peut se poser la question, par exemple, madame désordonnée qui épouse monsieur ordonné, et si elle le laisse ranger en permanence, ils vont tous les deux finalement devenir des caricatures d'eux-mêmes. Tandis que si j'apprends de l'autre, et c'est là où vous disiez que la différence peut être riche, si grâce à l'autre, je vais apprendre davantage de rigueur, ou si grâce à l'autre, je vais apprendre davantage de fantaisie, alors finalement, on va peut-être devenir comme ces vieux couples d'autrefois qui finissaient par se ressembler même physiquement parce que chacun avait pris le meilleur de l'autre. Mais ça passe par renoncer à que l'autre se conforme à mon désir, que l'autre réponde à mes attentes et que l'autre ait la responsabilité de me rendre heureux. C'est moi qui ai la responsabilité de mon bonheur, c'est moi qui ai la responsabilité de mes besoins et de faire des deuils et d'arrêter d'avoir des attentes infondées sur l'autre qui finalement m'empêchent de voir tout ce qu'il a de formidable parce que je suis comme focalisée de manière très égocentrée sur ce que je n'ai pas. Bénédicte, je voulais parler de vos livres parce que je crois qu'ils peuvent rendre service à des couples. Ce sont des petits livres d'exercice, je dirais, mais ça va bien plus loin que ça parce que c'est très profond sur la vie du couple. Des petits, est-ce qu'on peut dire que ce sont des petites activités à faire en couple, des questions à se poser ça s'adresse à tout le monde. Alors, il y a le couple dont vous êtes les héros, Cahier Coach pour entretenir la flamme chez Casar. Et un deuxième qui s'appelle Le couple dont vous êtes les héros face aux défis de la vie. Là aussi, chez Casar. Alors, Cahier Coach, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est vrai que c'est un peu à la mode ce terme de cahier coach, mais pourquoi j'ai choisi ce format? D'abord parce que je ne suis pas écrivain, donc je crois que tout ce que je sais tient dans ces 2 cahiers coach, mais c'était suffisant pour permettre aux gens, pas seulement d'acquérir des nouvelles connaissances sur la vie conjugale, quoique ce soit fondamental parce que personne ne nous a appris finalement ce que c'était, mais aussi pour expérimenter du changement. Je crois que là encore, c'est peut-être un héritage de Jean Maubourquette, mais on apprend aussi on avance dans nos vies avec de la connaissance, en reliant cette connaissance à qui nous sommes et en choisissant vraiment la pédagogie du plus petit pas possible, un prochain pas à faire pour mettre du changement dans la relation. Et aujourd'hui, des mécanismes comme très simples, des choses très simples comme les langages de l'amour, comme l'empathie, comme surmonter justement un deuil, comme oser se parler de nos différences de famille, comme les relations avec les belles familles. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont beaucoup débattus, caricaturés, et je trouvais que c'était important de donner un petit éclairage théorique, mais surtout plein de manières de se l'approprier. Donc, il y a des jeux, il y a des blabla couples, c'est des petites conversations à avoir ensemble. Et en fait, c'est un livre à laisser traîner un peu partout, qui se feuillette, un peu comme on rentre dans un site internet par des pages différentes et qui peut surtout se travailler à 2, mais aussi seul. Et ça, je l'ai vraiment voulu parce que je m'aperçois qu'il y a tellement de gens qui sont déçus parce que leur conjoint n'est pas prêt pour avancer ou n'est pas prêt pour réfléchir à leur relation de couple, qu'ils ont l'impression que rien n'est possible. Et en fait, encore une fois, c'est possible tout seul. Avancer. Je propose qu'on passe à nos coups de cœur. Bénédicte, quel coup de cœur avez-vous choisi de proposer à nos auditeurs ? J'ai passé des vacances dans mon canapé merveilleuse à Noël avec un bon thé et un gentleman, le comte Alexandre Ilitch Rostov. Et c'est peut-être pas une surprise pour vous parce qu'en fait, j'ai découvert en voulant vous parler de ce livre que déjà 1 million de personnes l'avaient acheté. C'est pas forcément un livre récent, mais j'ai été extrêmement surprise de me dire comment un auteur a l'audace
quel défi ou quel artifice de nous faire passer 30 ans dans un huis clos avec un gentleman moscovite qui, à la faveur d'un poème qu'il avait écrit, n'est pas condamné à mort par les bolcheviks, mais condamné à vivre dans une chambre de bonne dans cet extraordinaire hôtel dans lequel il avait une suite avant. Donc voilà, 30 ans avec lui, ça pourrait paraître très long, très statique. Et donc, Et le en livre fait, c'est s'appelle juste merveilleux. Un gentleman à Moscou. Qui est l'auteur? Alors, vous pardonnerez mon anglais, mais Immortals, si vous le prononcez comme ça. Oui. Et c'est juste une merveille. Peut-être qu'il faut davantage être visuel pour aimer ce livre, tellement ses descriptions sont fines. Mais c'est aussi plein de petits aphorismes. Il y en a un que j'ai bien aimé parce que, vous l'avez compris, dans les projections de l'ombre, il parle de moi. À un moment, il nous dit « Si l'attention se mesure en minutes et la discipline en heures, alors la ténacité doit se mesurer en années. » Et vous verrez la ténacité incroyable de cet homme. Et en plus, moi, ce qui m'a épaté, c'est qu'il déroge jamais au fait qu'il est un gentleman. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci pour votre présence ici. Je voulais juste inviter les auditeurs à aller voir le programme que le Collège des Bernardins organise autour de Tolkien, un ensemble de concerts, conférences, événements, autour en particulier des tapisseries qui ont été tissées à Aubusson autour de l'œuvre de Tolkien. Je crois vraiment que ça mérite le déplacement et l'intérêt. Merci à notre réalisateur et Benoît. Nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle émission Culture et Éducation. Au revoir.